Les titres. Le portrait d'aujourd'hui nous envoie à la rencontre de Koita Biagui, un entrepreneur qui a fait de l'élevage son activité principale. Il a 36 ans et a abandonné son statut de cadre dans une entreprise pour se lancer dans la réalisation de son rêve. Sa ferme de 5 hectares, vous le verrez, est une véritable fierté. Au Soudan, 7 mois après le début de la guerre, des corps de personnes en uniforme militaire jonchent les rues d'Omdurman, en périphérie de la capitale soudanaise. L'information est rapportée aujourd'hui par des témoins. L'ONU s'alarme d'une intensification des combats dans la région du Darfour, au 7e mois de la guerre entre l'armée et les paramilitaires. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition par le portrait de ce jeudi. Il faut du courage pour marcher dans le sillage de notre héros du jour. Koita Biagui, 36 ans, est un jeune entrepreneur ivoirien. Dans le secteur de l'élevage, son entreprise est une référence auprès de plusieurs grandes surfaces. Sa ferme est grande de 5 hectares, à l'image d'ailleurs de son ambition. Mais pour y arriver, Koita Biagui, titulaire d'un bac+5 en marketing, a dû abandonner son statut de cadre dans une entreprise de renom. Son portrait avec Abdelaziz Guira et Maïssa Kogay. À Zaguié, au sud de la Côte d'Ivoire. Ce terrain de 3 hectares, une propriété de Biagui Koita. Il a construit une ferme sur cet espace qu'il a aménagé en 2018. Pourtant, sa première expérience dans l'entrepreneuriat agricole date de 2016. J'avais vraiment la passion de bien faire et tout. Malheureusement, pendant ce moment, je travaillais pour un autre employeur. Donc, je gérais les deux activités séparément, mais c'était vraiment difficile parce que les équipes sur place n'arrivaient pas à me satisfaire totalement jusqu'à ce que je fasse faillite et que j'arrête totalement la ferme pour reprendre maintenant ici. Cet échec cuisant ne l'empêche pas de rebondir. Sa nouvelle ferme a déjà fière allure. Dans cet enclos logent des coqs de race et d'autres espèces de volailles et de caprins. Ces sujets font l'objet d'expériences. Biagui envisage de produire une nouvelle race de poulet assez particulière. Ici, on a un cochin et quelques brahmas et une poule faverolles là-bas. Et là aussi, on a un gros coq cul nu. Ces sujets-là sont là pour un but précis. Je veux faire un croisement avec entre ces coqs-là et des poules pondeuses pour avoir une race d'hybride qui vont me donner de la chair. La ferme de Biagui compte près de 2000 pondeuses réparties dans 2 enclos. Avant d'y accéder, un rituel est nécessaire. J'ai dû tremper les pieds dans la pédiluve, donc il faut pouvoir désinfecter les pieds avant de rentrer dans le bâtiment. Et il y va pour la santé des animaux. Là, on a les pondoirs. C'est là que très tôt le matin, les poules viennent pondre. Donc on peut voir même déjà des œufs. Il y a encore des œufs parce que le dernier ramassage de la journée n'a pas encore été fait. Ce ramassage se fait 3 fois au cours de la journée. Les pondeuses produisent environ 400 plaquettes d'œufs, soit 12 000 œufs par semaine. Ces œufs sont principalement vendus à des supermarchés. Ici, on nettoie les œufs parce qu'on a des clients comme des supermarchés à qui on livre des œufs. Et la condition première, c'est que les œufs soient très propres et filmés. Biagui prévoit aussi l'élevage de bovins et d'ovins. Pour ce faire, il a acquis 2 autres hectares du terrain contigus à sa ferme. On a une trentaine de moutons aujourd'hui. À la base, il y avait un bélier et 7-8 brebis. Donc la plupart se sont reproduits ici, tout doucement, jusqu'à ce qu'on atteigne ce nombre-là. Chaque année comme ça, je n'avais pas besoin d'acheter de moutons. Je venais juste piquer là pour aller faire la fête de Tabaski. Maintenant, comme ils commencent à devenir nombreux, je pourrais en vendre certainement pour la prochaine Tabaski. Ces bâtiments en construction serviront de lieu d'accueil pour de nouveaux animaux et aussi pour des formations. On a les 2 grands bâtiments pour les pondeuses, les futures pondeuses. Donc on va mettre des nouveaux sujets ici qui seront à cheval sur les autres et de sorte à ce que quand ici on aura le début de ponte, là-bas elles seront assez vieilles et puis on va les écouler. Les 2 hectares de terrain s'étendent jusqu'à ces barrières de protection. À leurs pieds, on peut apercevoir des déjections d'animaux de la ferme et cela s'explique. Ici, on a notre compostage en cours. Alors, on a pris nos fientes de poules pondeuses pour venir créer du compost bio pour une future production végétale.
Donc le grand site que vous voyez là sera pour le projet des cultures hors sol. Donc on va utiliser ces fientes-là comme engrais pour produire des légumes. Pour gérer sa ferme, Biagui dispose de 4 employés et 2 stagiaires. La masse salariale s'élève à près de 500 000 francs CFA. Ça fait 3 mois que je suis. Il est très bon, il nous traite à un bon cœur. Tout se passe bien. On arrive à faire des mélanges de traitements. En tout cas, c'est un bon chef. À chaque moment, il est là, bon, il vient nous rendre visite. La visite terminée, Biagui embarque pour la ville. Il est là pour moi. Donc, pardon, va avec les autres. Vous allez attacher les œufs pour mettre dans la voiture pour que je puisse prendre pour partir. D'accord. Allez-y. Il doit sillonner les espaces commerciaux qui l'approvisionnent en œufs. L'idée est de s'assurer de la satisfaction des clients. Il prend aussi avec lui des œufs qu'il doit emballer pour une prochaine livraison. Bien avant de regagner la ville, Biagui fait une escale à quelques kilomètres de sa ferme. Ici, il mène une activité de pisciculture. Sur cette étendue d'eau, Biagui prépare une production d'un peu plus d'1 tonne de poissons, bientôt disponible sur le marché. Ici, on a les alevins. Donc, quand on commence ici à les faire grandir, progressivement, on les met dans les grandes cages là-bas pour l'engraissement. Et au bout de 6 mois, on a du bon poisson bien frais à offrir à nos clients. On a 3 types de poissons. Au niveau des carpes, on a les carpes rouges et on a les carpes dites chinoises, mais c'est des carpes, c'est le tilapia, on va dire. Et aussi, on a le mâchoiron. Au début, on a commencé avec 4 cages flottantes. Aujourd'hui, nous sommes autour de 16 cages. Biagui a dû tout laisser pour se consacrer à l'élevage. Le dernier poste qu'il a occupé était rémunéré à plus de 850 000 francs CFA. Il disposait également d'une voiture de service et d'une dotation en carburant de 200 000 francs CFA. Tous ces avantages ne l'ont pas empêché de se consacrer à sa passion. Ce qu'il me fallait, c'était cette vie-là, cette vie de campagne où je suis au four au moulin pour faire de la production et tout, parce que c'est au-delà de la passion. Déjà, comme j'avais une bonne base en marketing, j'ai pu faire des prospections, avoir des clients. J'ai même des clients des supermarchés comme clients. Donc le côté commercial, il n'y a pas de problème puisque moi-même j'assure ce volet-là. Et donc le plus important pour moi aujourd'hui, c'est la production. Il faut que je puisse optimiser la production pour que le business puisse être assez rentable. Commune de Bingerville, à une trentaine de kilomètres de la ferme d'Azagui. Dans ce supermarché, Biagui est le principal fournisseur d'œufs. La qualité de ses produits fait la différence. Ses œufs sont irréprochables parce que depuis qu'on a commencé à travailler avec lui, vraiment ça se comporte très bien. Lorsque les clients viennent, ce sont ses œufs d'abord que les gars demandent et après on demande pour les autres. Donc on a décidé de rester uniquement avec lui puisque la qualité et puis également la forme de ses produits, c'est bien emballé, c'est toujours bien présenté. La journée de Biagui s'achève ainsi. Il doit à présent rejoindre le domicile familial où une autre tâche l'attend, s'occuper des commandes des clients. Koïta Biagui, un passionné de l'élevage, un reportage signé Abdelaziz Guira et Maïssa Kogueye. Dans un autre chapitre, la première session ordinaire du conseil municipal de Gbogouye dans la région du Haut-Sassandra, département de Daloa, s'est tenue le vendredi 28 octobre 2023. La séance a été présidée par le sous-préfet de Gbogouye. Le règlement intérieur de la municipalité a été adopté. Maïssa Kogueye. La salle de délibération de la mairie de Gbogouye, département de Daloa, au centre-ouest du pays, prise d'assaut par les conseillers municipaux représentant les 16 villages que compte la commune. Au menu, l'adoption du règlement intérieur de la municipalité. Parler de la femme au conseil, pour comprendre, pour aller aussi dire à ses camarades comment elles vont s'entretenir, comment elles vont faire pour qu'elles se prennent en charge. Je suis émerveillé par cette réunion qui a eu lieu. Ils ont tenu compte des possibilités que chacun peut avoir pour pouvoir diriger une commission. Et c'est ce qui a été fait. Nous espérons que les conseillers travailleront sérieusement pour donner une bonne image à Gbogouye. Le premier magistrat de Gbogouye a mis à profit cette occasion pour annoncer d'importantes innovations. Nous commençons effectivement par des conseils municipaux tournants, question d'aller effectivement au contact de la réalité, parce que la particularité de notre commune, c'est une commune éclatée.
et il faut aller au contact de ces réalités-là. Les locaux de notre commune sont dans un état de dégradation avancée. C'est pourquoi la réhabilitation est une pierre angulaire, effectivement, n'est-ce pas, de la toute première année de notre mandat. Et après cela, bien d'autres travaux d'urgence seront effectivement amorcés. L'adoption du règlement intérieur ainsi que les innovations que vont connaître la mairie de Bogué ont été annoncées à la faveur de la première session ordinaire du conseil municipal de cette localité le vendredi 28 octobre 2023. Le réseau mondial des experts du développement économique et social a offert des kits scolaires, des blouses et du matériel médical aux couches défavorisées des localités de Mbengue, Sawundi, Sol-la-Bonikro et Aloukro, une action sociale, vous le verrez, qui s'inscrit dans la vision de l'organisation qui compte contribuer à l'élan de solidarité en faveur des personnes en difficulté. Yacouba Koulibaly, Assitan Diarra. Kits scolaires et du matériel médical offerts aux couches défavorisées de Mbengue, Sawundi, Sol-la-Bonikro et Aloukro, des divers départements. Le don est du réseau mondial des experts du développement économique et social, REMEDESI. L'organisation internationale entend apporter sa pierre à l'élan de solidarité dans les domaines économiques, éducatifs, socio-médicaux et humanitaires en Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires issus de ces zones rurales sont reconnaissants. En décembre 2022, le ministère des Affaires étrangères a signé un accord de siège avec le REMEDESI. Vidéo pour sensibiliser sur le changement climatique. C'est la solution trouvée par l'ONG Action pour Ville Durable dans la lutte contre les conséquences de ce fléau. Une rencontre, débat a été initiée le week-end dernier pour discuter autour des premières vidéos réalisées par le réseau mondial des hip-hoppers. Le reportage de Yacouba Koulibaly et Assitan Diarra. Contribuer à l'édification des villes durables à travers des actions de sensibilisation, d'information et de formation. C'est le but visé par l'ONG Action pour Ville Durable qui a organisé le week-end dernier une rencontre débat autour des vidéos conçues par le réseau mondial des hip-hoppers dénommé After Pop. Objectif: réaliser des vidéos autour du changement climatique pour débattre des enjeux environnementaux. Ce premier After Pop a pour thème « Ne fâchons pas la mer ». Nous savons tous l'impact de la mer, la transformation de nos conditions de vie dans l'érosion côtière, dans les inondations. Et nous voulons faire une pause et réfléchir à comment solutionner, aussi bien comment réfléchir à une ville de Bassam durable. Les participants adhèrent au projet. Je tenais à remercier la présidente pour cette initiative. Nous avons le devoir de mener un développement durable. Nous devons réunir toutes les conditions pour que la génération actuelle puisse connaître des bonnes conditions de vie, mais aussi léguer des conditions de vie à la génération future. Nos activités sont touchées. Nous lançons un appel à nos collègues de vraiment veiller à ce qu'on ne fasse pas des constructions aussi anarchiques. Il faut que l'État nous vienne en aide. Vraiment, c'est déplorable. Les dégâts sont énormes. Ce que je veux dire à mes chers amis, c'est d'arrêter de jeter les papiers partout. Il y a des poubelles pour ça. Le réseau hip-hop recueille dans le monde les témoignages des citoyens confrontés à la crise environnementale. Ces films réalisés par des jeunes hip-hopers engagés révèlent des expériences et des réalités locales. L'Association des maquilleurs de Côte d'Ivoire a organisé le mercredi 1er novembre 2023 un dîner-gala dans la commune de Cocody. Cette cérémonie se voulait un moment de retrouvailles et de partage d'expériences entre les quelques 200 membres de l'association. Ces derniers ont montré à l'occasion de ce dîner-gala leur volonté de s'impliquer davantage dans la lutte contre le cancer du sein. Anissette Kono-Blessing. Un dîner gala sous fond de retrouvailles et de partage d'expériences. Voilà ce qui réunit ces hommes et femmes. Tous les membres de l'AMSI, l'association des maquilleurs de Côte d'Ivoire. Vêtus de rose, les membres de l'association sont issus de la commune de Cocody. Pour joindre l'utile à l'agréable, la team Pink Royal saisit cette occasion pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein. Une maladie qui a déjà occasionné de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire. La Team Rose s'engage à se rapprocher des centres quand même qui s'occupent de ces femmes-là atteintes du cancer du sein. Et gratuitement, on décide de les accompagner dans cette lutte-là en leur redonnant leur féminité et en leur donnant aussi des vivres.
parce que c'est pas facile. Cette initiative des membres de l'AMSI, section Cocody, réjouit les invités du dîner gala. Je salue le fait que des make-up artistes prennent cette ligne-là, donc d'accompagner les femmes, de les rendre belles, de leur montrer que malgré la maladie, elles restent des femmes, elles sont belles, et c'est surtout de faire des dons, de leur faire des dons pour les accompagner dans ces moments difficiles. C'est vrai que l'octobre est fini, mais il faut que les gens sachent que toute l'année, on a le temps d'aller se faire dépister. Il ne faut pas rester à la maison, il ne faut pas attendre même pour avoir les signes avant d'aller te faire dépister. En tant que femme, chaque 6 mois, chaque 9 mois, chaque 2 ans même, il faut forcément aller se faire dépister, c'est très important. Le combat continue, la lutte continue, on reste ferme et on demeure avec elle pour qu'on puisse vaincre cette maladie. Oui, vaincre cette maladie parce que cela aussi dépend de nous, de notre détermination à pouvoir se faire dépister, à pouvoir vraiment se contrôler et suivre vraiment une bonne hygiène de vie, de sorte à ce qu'on puisse diminuer le pourcentage ou le taux de personnes atteintes de cette maladie. Des prestations d'artistes ont meublé cette soirée placée sous le sceau de la solidarité et du professionnalisme. L'Association des maquilleurs de Côte d'Ivoire, AMSI, a vu le jour en octobre 2019. Son objectif est de créer un cadre de travail idéal pour les professionnels du secteur. Dans l'actualité sportive nationale, susciter l'adhésion populaire des communautés des pays de la CEDEAO par leur présence massive dans les stades durant la CAN 2023, tel est l'objet de la rencontre entre le président du comité d'organisation de la CAN, François Albert Amichia, et la représentante résidente de la CEDEAO, Fanta Cissé. Elle souhaite l'implication de leur association dans la réussite de cette compétition qui se veut d'ailleurs inclusive. Cette rencontre s'est tenue hier, le 8 novembre 2023, dans les locaux du COCAN. Arsène Kouassi. Les questions de mobilisation et fréquentation des stades étaient au menu des échanges entre le président du COCAN, François Albert Amichia, et les ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À la tête d'une forte délégation, la représentante résidente de la CEDEAO, Fanta Cissé, est venue exprimer la volonté de leur association sous-régionale à prendre une part active dans la réussite de la CAN 2023. Nous sommes venus, le groupe CEDEAO, pour rencontrer le président du COCAN et son équipe afin de leur présenter des propositions pour un partenariat gagnant-gagnant afin de garantir le succès donc, de cette CAN. Les pays membres de la CEDEAO qui se sont réjouis lorsque la Côte d'Ivoire s'est vue attribuer l'organisation de cette CAN, aujourd'hui veulent s'impliquer de manière forte dans l'organisation et la réussite. Et donc il s'agit maintenant d'encadrer ces différentes communautés pour supporter les équipes, pour aider la Côte d'Ivoire à tenir le pari des stades pleins, mais surtout pour montrer que le sport est un facteur de cohésion. Un programme a été établi. Nous allons rendre compte à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, pour qu'ensemble, on puisse, en janvier-février, d'une façon unie, d'une seule manière, réussir cette 34e édition de la Coupe d'Afrique. Sur les 15 pays que compte la CEDEAO, 10 sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 13 janvier au 11 février 2023. Une collaboration est également en vue entre le COCAN et les consulats ou les ambassades des pays qualifiés. Hors de nos frontières, au Soudan, 7 mois après le début de la guerre, des corps de personnes en uniforme militaire jonchent les rues d'Omdurman, en périphérie de la capitale soudanaise. L'information est rapportée aujourd'hui par des témoins. L'ONU s'alarme d'une intensification des combats dans la région du Darfour. Au 7e mois de la guerre entre l'armée et les paramilitaires, les affrontements se poursuivent à Khartoum et dans sa banlieue, ainsi qu'au Darfour, dans l'ouest du pays, alors qu'un nouveau round de négociations parrainé par l'Arabie Saoudite et les États-Unis s'est achevé cette semaine sans aboutir à un accord sur le cessez-le-feu. Déclenché le 15 avril, la guerre entre l'armée et les FSR, les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo a fait plus de 9000 morts selon une estimation de l'ONG ACLED, considérée très largement sous-estimée. Elle a aussi déplacé plus de 6 millions de personnes et détruit la plupart des infrastructures. Israël a accepté de mettre en place à partir d'aujourd'hui des pauses quotidiennes dans le nord de la bande de Gaza. L'annonce a été faite aujourd'hui même par la Maison-Blanche, même si Joe Biden, le président américain, a jugé qu'il n'y avait aucune possibilité d'en cesser le feu. Israël va commencer à faire chaque jour des pauses de 4 heures dans certaines zones du nord de la bande de Gaza
qui seront annoncés 3 heures à l'avance, a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 12h30 demain. Excellente soirée.